Bonjour. Le premier voyage en Afrique en 1971 laissa de tels souvenirs exaltants que l'envie de repartir ne tarda pas. Revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien. Soit ici, au début de l'été 1972. Nous avons déjà redressé complètement la carrosserie à certains endroits. Et maintenant, tout naturellement, nous en sommes... This is the game we played when we were young. So let's try to be young once again and join in the fun game. Okay. Everybody. Puis naturellement, la mécanique tout entière, l'aménagement intérieur, le moteur, le châssis, absolument tout. Ceci se situe à l'approche de l'hiver 1972. Hey, I can hear you. Oh, that's beautiful. To dance. Oh, I'm great. And I go busy. No, it's supposed to be for a tour. No, I dance for my farmer. Oh, yeah, bro. Oh, no, I'm not sick. So, yeah, bro. Et nous voilà au printemps 1973, plus exactement au mois de mars. Maintenant devant vous, tout le matériel nécessaire à une petite expédition d'1 mois dans le désert. À l'extrême gauche, les médicaments, après la mécanique, les jerrycans d'eau, d'essence, le gros paquet jaune, ce sont les films, derrière l'alimentation, et pour finir sur la droite, caméra et enregistreur. Et le jour du chargement. Et dès que tout fut fait, nous partons le 29 mars 1973 à 4 heures du matin. À Gênes, nous embarquons sur un ferryboat qui nous transporte jusqu'à Tunis. Arrivés à minuit, nous prenons immédiatement la route. À 3 heures du matin, c'est le drame.
Dans une ligne droite, une Peugeot 404 fonce contre la Mi-6 et lui fait voler en éclats toute sa face gauche. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Le conducteur tunisien n'avait pas de permis, était pris de boisson et avait en plus volé la voiture. Après 4 jours de recherche, de démarches policières et d'ennuis, nous avons construit une carrosserie en bois contreplaqué. Le 3 avril, nous repartons de Sfax et nous roulons jusqu'à la frontière algérienne. Après avoir traversé les inondations, nous voici à la porte du Sahara où, à l'aube, nous avons la chance d'apercevoir ce chacal. Depuis cet accident, nous n'avons plus qu'une seule idée, c'est rouler, 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 avaler le plus de kilomètres possible, et ceci dans le but de rattraper ces 4 jours de retard. N'oublions pas que nous n'avons qu'un mois. Pour avoir malgré tout quelques souvenirs filmés, j'ai pris l'habitude de conduire et de filmer en même temps. La souplesse des muscles du bras droit s'étant révélée suffisante pour absorber les secousses de la Land Rover. La corde brune-rouge que vous voyez à l'extérieur du véhicule sur la droite sert à tenir le porte-bagages qui s'est malheureusement déjà complètement cassé. Voilà les premiers dromadaires. Après avoir dépassé El Oued, nous sommes arrêtés qu'un instant à Tougourt pour nous ravitailler. Et nous roulons le plus possible, des étapes qui vont jusqu'à 700 km par jour. Climatique et très âpre, il est dur au regard, le désert. Le désert qui est toujours pourtant prenant et souvent même grandiose. Les images qui passent nous en font bien sentir la beauté farouche, une beauté à laquelle restent liées tant de légendes de mort. Il vit pourtant le désert. Il le vit sous le vent qui l'agite et lui donne ses formes changeantes. Il a ses brutales découpes et son latent mystère, ses jeux de lumière, son feu et ses ombres. Il a aussi et surtout ce sable infini sur lequel passèrent pendant des siècles, remontant vers le nord, les caravanes moyenâgeuses de l'or. Des pas sur le sable, des stries, des dunes, et ces courbes permanentes œuvres du vent, dans lesquelles les nomades se retrouvent. De dune en dune, de courbe en courbe, c'est le vent qui sculpte les déserts. Le vent du désert, il n'est pas comme les autres.
pendant la nuit, nous ferons connaissance avec le nomade qui habite cette tente. Il refusera catégoriquement de manger notre salade de pommes de terre en conserve. Et là, nous le comprenons parfaitement bien. Et chaque soir, nous nous faisons à manger sous la lumière d'une lampe à gaz. Marcel et Robert dorment sous une tente, quant à Alain et moi dans la lampe Robert. Dès l'aube, nous repartons et nous roulons de nouveau toute la journée. Après avoir dépassé Ouargla, entre Gardaïa et El Golea, nous apercevons notre première caravane. Remarquez dans le fond les dunes de sable. Eh bien, le désert étant balayé par un vent violent, il se produit énormément de tourbillons de sable, comme celui-ci. L'un des problèmes assez courants lors de ce genre de voyage. Mais là, ça va encore assez bien, ce n'est que la 5e ou 6e crevaison de la Mi-6. Nous voici arrivés à l'entrée du Hogar. Le Hogar est une succession de petits sommets, de chaînes de montagnes, mais dont le plus grand sommet se trouve quand même à 2918 mètres d'altitude. Et c'est lorsque nous nous trouvons sur de tels sommets que nous évaluons plus ou moins au pifomètre dans quelle direction se trouvera notre route future. Dans le cas présent, ça va être dans cette direction. Nous avons quitté la route goudronnée depuis déjà 700 km et nous roulons sur une piste plus ou moins bonne, faite tantôt de sable, parfois de cailloux, mais surtout et malheureusement de tôle ondulée. Rouler sur ce genre de piste, c'est comme si on roulait sur de la tôle ondulée en béton, si vous me permettez l'expression. Le meilleur moyen, c'est de rouler à 80-100 km/h. Nous voici à Insala. Ici, pour la première fois de notre vie, nous avons mangé du dromadaire. Bouf. Voilà de la tôle ondulée. Et
mais ça a duré des kilomètres, des milliers de kilomètres. La piste est suffisamment large pour que nous roulions l'un à côté de l'autre. La chaleur, elle, augmente sensiblement. Il est à l'heure actuelle midi et vous voyez, il n'y a absolument aucune ombre qui se dessine par terre. Nous chassons un moment de serpent, mais nous rentrons bredouille. C'était vraiment très agréable. Ne vous y trompez pas. Cette image montre le genre d'ennui que nous avons vécu lors de notre premier voyage en 1971. Mais par contre, sur 10 000 km, nous n'avions pas crevé une seule fois. Cette année, il n'y avait peut-être qu'un seul clou dans tout le Sahara algérien et il a fallu que ce soit nous qui nous le payons. Joli format, hein? Mais si nous avions su qu'à partir de ce moment-là, tous les 80 km en peine nous éclateraient par la chaleur, nous serions un peu calmés. Chacun filme à sa manière. Voilà le premier Touareg. Nous nous comprenons excessivement bien. Lui parlant assez bien le français et moi aussi, par conséquent, ça va pas mal. Drôle de Touareg puisqu'il m'a demandé à quelle distance était le prochain puits. Partout où il y a un ou deux arbres, immédiatement, un petit village se construit. Nous voici à Tamanrasset. Dès l'aube, Marcel et Robert sont partis chasser et ont enfin pu capturer
cette vipère à cornes. Vous la voyez ici, elle est déjà un peu calmée, mais je vous assure, quand il s'agit de la capturer, c'est terriblement vigoureux. Admirez le mimétisme, on la aperçoit à peine dans ce sable. Chacun garde ses distances. Là, elle se rapproche vraiment un peu trop de mon pied. Je m'en vais. C'est dans ce pierrier qu'elle vivait. Là, de nouveau, nous avons perdu un jour, car les choses commençaient sérieusement à se gâter. Nous attendions la Mi-6. Ils avaient tout simplement cassé le dernier boulon qui retenait leur roue avant gauche. Et nous voilà repartis avec un jour de retard. Ici des pierres absolument bleues, que malheureusement le film ne remonte pas très bien, car il était complètement délavé par la chaleur. 100 mètres nous séparent. Mais ce n'est pas seulement la distance qui nous sépare, mais surtout ce banc de sable complètement pourri et les ennuis de carburateur et d'allumage de la Mi-6. Nous voici à Ouinguetzam, dernier poste frontière de l'Algérie, où nous sommes obligés de réparer nos moteurs. Ils ont fière allure avec leurs turbans, n'est-ce pas? Eh bien, c'est uniquement pour se protéger du sable que le vent emporte constamment. Nous emportons d'ailleurs aussi des turbans. C'est très pratique. C'est le poste de douane, mais oui, en plein désert. Regardez bien au loin, vous ne voyez absolument rien. Et pourtant, la Mi-6 se trouve à 300 mètres. La chaleur provoque de telles réverbérations qu'on ne s'en aperçoit absolument pas. Ici, le phare qu'elle a sur le toit est allumé, ce qui veut dire qu'elle a des ennuis mécaniques. Finalement, nous sommes quand même décidés à nous arrêter pendant les heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre 11 heures le matin et 5 heures de l'après-midi, car la chaleur devient vraiment intenable et le vent brûlant. Remarquez ici, il était 5 heures, il n'y a presque pas d'ombre provoquée par les véhicules. Regardez au fond tous ces mirages. Ce n'est pas de l'eau, bien entendu. Vous vous rappelez, cette année-là, en avril, c'était la sécheresse. Eh oui.
Eh bien, nous en avons croisé énormément de ce genre de cadavres. Certaines fois, ça puait. Et pourtant, on trouve encore 2 ou 3 dromadaires de temps en temps. Vous remarquerez les mirages au loin. C'est à peine à 200 mètres. Et vous remarquerez également les réverbérations provoquées par la chaleur. Ça devient vraiment étouffant, mais il ne faut jamais perdre le moral. Là, c'était les heures les plus chaudes et nous étions vraiment complètement avachis par la chaleur. Et tout d'un coup, il est arrivé un petit Nigérien. On se regarde, on échange 2 ou 3 paroles et c'est tout. On se distribue un peu d'eau, on en donne un peu à tout le monde, il ramasse nos conserves et c'est tout. Ça va? Oui. Joli, hein? Julien. Ah, oui, Julien. Vas-y, parle. Blablabla. Dis quelque chose. Jadi kami sih San cadeau. Un cadeau? Tu veux un cadeau? Et nous voici à Agadez, dont on peut admirer ici la mosquée. Agadez, que l'on appelle également la capitale du désert. Et la nuit, non seulement avec les 70 degrés au soleil qu'il fait le jour, la nuit nous faisions encore un feu, mais c'est naturellement dans le but de pouvoir nous éclairer afin de nouveau et encore de réparer les véhicules. C'était la Rota. Le bois brûle vraiment tout seul. Et nous voici à Birniknoni. Vous voyez Robert et Marcel qui essayent de vendre leur tente de camping. Ils n'ont d'ailleurs pas réussi, heureusement pour le type qui leur a volé quelques semaines plus tard. C'est dans ce village qu'ils ont vendu leur ami 6, à un très bon prix d'ailleurs. Et depuis là, nous avons toujours roulé à 4 personnes. Voici quelques nécessités élémentaires pour ce genre de voyage. Travail qu'Alain s'était presque assigné. C'est une termitière. Et nous voici enfin à Niamey, capitale du Niger. C'est à environ 5000 km de Lausanne.
un petit cireur de chaussures, un handicapé, et voici un style de costume assez typique du Niger. Notre première girafe. Naturellement, c'est pas très net parce que rouler dans ce terrain et filmer en même temps, c'est un peu difficile. Admirer la grâce de ces animaux. Elles sont environ une dizaine, comme ça, tout d'un coup, découvertes en pleine nature. C'est assez génial la première fois. Elles se laissent approcher jusqu'à environ 30 mètres. Et se nourrissent presque exclusivement que d'épineux ou de rares feuilles qui restent encore. La girafe mesure en moyenne 4,50 m de hauteur. Et elle court en moyenne à une vitesse de 50 km/h. Cette vache, à quelques centaines de mètres du fleuve, est morte de soif. Et sous cette luminosité vraiment spéciale, vaguement nuageuse, annonçant bientôt la saison des pluies, la chaleur augmente malgré tout, ça devient une chaleur humide. Alain et moi pensions attraper à nouveau la malaria. Il n'y avait aucun danger car il n'y avait point de moustiques, étant donné la chaleur, il ne pouvait pas vivre.
Nous sommes restés plusieurs jours dans ce village, mais ce n'est pas à cause de la beauté de ces femmes ou de la jeune fille de tout à l'heure, ni par le romantisme de ce cheval au milieu du fleuve, mais uniquement à cause de l'île que l'on voit derrière le cheval, après le cheval. On nous avait signalé qu'il y avait peut-être des serpents. Nous voici en pirogue. Au loin, la Land Rover. C'est justement à cet instant-là qu'on nous a volé la tente de camping. Voici sur la pirogue et nous allons vers cette île. Là, nous revenons de l'île et naturellement, pour changer, bredouille. Nous n'avons vu qu'une mue de cobra cracheur, c'est tout, mais pas de cobra. L'Africain qui est au milieu de la pirogue sert à écoper. C'est ce qu'il fait la plupart du temps pendant tout le voyage. Et voilà la construction d'une case. ndavuga nyamuberwa n'inginde yambaye gabikino irakina niyayo igitondo gitangaje kumata bigahengeye nasanze kanazuke nziza y'ibinyinya iyo mwiza wa nyambo inyambo ya rugema uwagaragu yabyatira intwari zirakomeye ikiganza kigamina amahoro baranaze iyo mwiza araratwa koko ndamusanze ni Vous voyez, le niveau du Niger est très bas. Il n'y a presque plus d'eau. Ce sont des greniers. Eh oui, comme chez nous, nous avons des greniers, eux aussi. Ce marchand vend de la viande cuite, un peu sèche, mais je dois dire qu'avec un peu de piment, comme il le fait maintenant, c'est ça se régale. Le tabac du coin, ambulant, qui va passer devant la boulangerie. Attention, voilà la boulangerie. Nous sommes donc de nouveau à Niamey. Vous voyez, le Niger est vraiment tout près de la capitale. Le Nigeria aussi, d'ailleurs. Un mendiant, un peu bizarre, il avait l'air complètement saoul ou drogué. ndavuga nyamuberwa n'inginde yambaye gabikino irakina niyayo igitondo gitangaje kumata bigahengeye nasanze kanazuke nziza y'ibinyinya iyo mwiza wa nyambo inyambo ya rugema uwagaragu yabyatira intwari zirakomeye ikiganza kigamina amahoro baranaze iyo mwiza araratwa koko ndamusanze ni buriga
Attention, ces deux personnes âgées sont d'une race africaine qui est assez rare de trouver en ville. Ce sont des Peuls. C'est un peu les gitans d'Afrique, des nomades qui parcourent absolument toute l'Afrique et qui sont d'une beauté extraordinaire. Très relax. Et voici la blanchisserie qui revient du travail. La mode africaine. Et là, je ne sais pas pourquoi, sans raison apparente, ces types sont venus avec leur tam-tam et ont commencé à jouer. 5 minutes, puis sont repartis. La manière de transporter des poules vivantes. Et voici, ô sublime, le seul bâtiment plus ou moins moderne de Niamey. Et une petite vue panoramique. Voilà, je vous remercie d'être venu. Mais avant tout, je tiens à vous préciser que toutes les chansons que vous avez entendues, toute la musique que vous avez entendue, ne proviennent pas uniquement de la Tunisie, de l'Algérie ou du Niger, mais au contraire de toute l'Afrique. Ce ne sont donc pas absolument des chansons de la partie de l'Afrique que nous avons vue. Il y a une ou deux chansons et un ou deux dialogues qui ont été enregistrés sur place. Et il y a encore morceaux rythmiques qui ont été faits pour les besoins du film.